la puissance. Et si j'ai besoin de me faire un scanner, ben, j'ai besoin de cette puissance, etc. Une université comme celle-là, pour la construire, ça nécessite de la puissance. Nous n'avons pas 25 ans à consacrer pour construire les bâtiments universitaires. Ils doivent être construits à une échelle raisonnable de temps. Et donc, je trouve que vous présentez en fait la situation avec des temporalités tellement gigantesques que ça ne me concerne pas. Quand je dis moi, hein, c'est une métaphore, hein, que ça ne nous concerne plus. Et donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait ce que vous avez défendu. D'accord, mais c'est bien d'avoir au moins un débat. En effet, il y a une question de temps hein, dans ce que je dis. Hein. C'est qu'en fait, le monde robuste qu'on peut imaginer dans 100 ans, dans 200 ans, c'est pas pour tout de suite. Ça, je suis d'accord, on n'a pas du tout mentalement, psychologiquement, socialement, économiquement, enfin, rien n'est là. Hein, donc, biologiquement. Et alors, mais sur la biologie, j'ai pas dit que la biologie était bonne. Hein. J'ai juste dit que c'était robuste. Ça dure. Hein. Une politique d'extrême droite peut être robuste. Hein. La robustesse, c'est neutre, hein, c'est juste durée. Hein. Donc pour moi, c'est ni bon ni mal, c'est juste durée. Alors après, vu qu'on est partie prenante, moi, mon seul prosélytisme, c'est de voir comment nous, les humains, on peut durer. Finalement, c'est mon seul biais. C'est-à-dire que je suis... Enfin, il y en a certainement plein d'autres, mais le prosélytisme que je fais, il est situé. C'est-à-dire qu'étant humain moi-même, j'essaie de trouver une solution à la viabilité de l'humanité. C'est très prétentieux de le dire comme ça, mais ce serait ça ma question, finalement. Et je n'ai pas d'autre solution à proposer que celle que je proposais. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je dis j'en ai pas d'autre. Et ce qui me fait un petit peu peur, enfin, qui m'inquiète, c'est que la stratégie, disons, de se focaliser sur le plan à court terme, disons que les 50 prochaines années, c'est qu'on va mettre beaucoup de rustines. On peut penser au nucléaire, on peut penser à des tas de choses. En effet, on va avoir de la puissance. En effet, on va pouvoir construire des universités rapidement parce qu'on en a besoin, etc. Mais en faisant ça, on va aggraver le problème pour les générations futures. Donc en fait, plus on résout nos problèmes de court terme, c'est l'aspirine dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, plus on résout nos problèmes de court terme, et plus on aggrave les problèmes de long terme. Alors ça peut passer, hein. Moi, c'est là où peut-être il y a un débat, c'est-à-dire que jusqu'où on peut aggraver la situation des générations futures pour que nous, on passe le cap. Là, je ne sais pas où est le seuil. Hein. Là, je dois admettre que je n'en sais rien. Mais par contre, je ne vois pas d'autres solutions. En fait, moi, je serais ravi d'entendre une autre solution. Mais dans un monde fluctuant, si on ne prend pas l'axe de la robustesse, alors là, je ne vois pas. À moins de déménager sur notre planète, hein, alors juste pour info, hein, déménager sur notre planète, hein, l'exobiologie qui serait, mais pour nous, c'est que nous, on soit des exobiologues d'une autre planète. La NASA, l'ESA travaillent là-dessus. Maintenant, on sait faire des fusées, Musk et Bezos et compagnie. Aujourd'hui, sur Terre, on ne sait pas faire l'agriculture circulaire. Hein. Sur Terre, hein. C'est que vous mettez des plantes dans cette pièce-là, vous fermez hermétiquement, ça dérive. Hein. Donc, et ça, c'est quand même incroyable que ça fait que depuis 20 ans que la NASA et l'ESA se posent la question. On ne sait pas faire. Des plantes enfermées dans un espace, ça ne tient pas dans la durée. C'est très compliqué, c'est un écosystème qui dérive. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que même ça, cette hypothèse-là, là où on continuerait dans la performance et on irait sur notre planète, même celle-là, elle ne tient pas à l'échelle du siècle. Donc, encore une fois, moi, je serais heureux d'entendre une autre solution, mais j'en ai pas d'autre. Alors, en fait, sur le sens de politique. Et ouais, et sur le sens politique, alors là, par contre, je l'assume complètement. C'est qu'en fait, ce que je présente là, en effet, c'est une question de politique. Là, je l'assume complètement. Et dans le sens, c'est-à-dire que je ne suis candidat à rien, donc c'est pas du prosélytisme personnel. Mais par contre, il y a besoin, enfin pour moi, il y a besoin dans la réflexion écologique de faire entrer la question de la robustesse dedans. Moi, ce qui me déprime, c'est de voir la question écologique résumée à des questions de performance. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé assez loin dans la réflexion. Il y a un moment, il faut aller jusqu'à la critique de la performance pour vraiment voir le problème dans toute sa globalité. Et ça inclut les organisations sociales, hein. Ça c'est évident, hein. C'est trop rapide là, pour en parler, mais on peut penser à des tas d'initiatives, je peux penser au revenu universel, des organisations plus ou moins responsabilisantes, etc. Bien sûr. Et en fait d'ailleurs, à chaque fois il y a des questions de robustesse qui viennent. Donc peut-être qu'on pourra en discuter après, mais c'est des discussions, enfin c'est des sujets complexes. Hein. Oui,
Bon, je ne suis pas économiste, mais j'ai l'impression qu'il y a disons, autour de toute cette question qui va toucher aux politiques, évidemment, l'économie joue un rôle très important, ne serait-ce qu'à cause de sa puissance. Et le problème que je comprends quand j'essaye de parler avec des économistes, c'est qu'on a déjà un problème de langage. Parce que, par exemple, quand on parle de décroissance, pour les économistes, ils raisonnent en termes de monnaie. Or, depuis que ça fait maintenant quelques dizaines d'années que la monnaie a été déconnectée du réel, d'une part parce qu'il n'y a plus d'étalons et d'autre part parce qu'en plus l'essentiel de la création monétaire est fait par des prêts, donc qui sont complètement virtuels. Donc cette croissance ou décroissance vue du point de vue des économistes est... Comme il est déconnecté de l'économie réelle et de la matière, on peut parler de choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'un de mes bons amis économistes dit « mais il n'y a pas de problème, on peut continuer indéfiniment à faire de la croissance, c'est-à-dire de la création de valeur, tout en déconnectant cette courbe de la croissance en termes monétaires, économiques, valeurs, etc., salaire, tout en la déconnectant de la pente de l'impact écologique et de l'utilisation de ressources. En pratique, je crois qu'il y a quelques pays chez qui c'est arrivé, comme la Suède et la Suisse, mais on soupçonne que c'est en fait en déconnectant géographiquement, c'est-à-dire que il y a de plus en plus d'externalisation et donc l'impact écologique il diminue en Suisse parce qu'il augmente en Indonésie, en Chine et ailleurs. Donc ça reste une question sur laquelle je suis très sceptique, mais en tout cas, quand on ne parle pas de la même chose, c'est sûr qu'on a beaucoup de mal à se mettre d'accord. Oui, bien sûr. Sur l'économie, en fait, la déconnexion de l'économie, la fiction du monde qu'on a créé, là, qui nous fait penser qu'on est dans un monde d'abondance. Par exemple, il y a plein de... Là, je vous renvoie l'événement anthropocène de Bonneuil et Fresso 5, on parle très bien. L'invention du PNB, par exemple, dans les années 30, c'est un moment où on décide que les mines, c'est de la création de valeur, alors qu'on est en train de déstocker un capital, et c'est une perte de valeur. Bon, et il y a plein d'exemples comme ça. Alors, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que l'économie, aujourd'hui, c'est une contrainte d'entrée. Quand vous voulez faire un projet, très souvent, il faut que ça tique les cases de l'économie. Il faut que, donc de l'économie au sens, alors c'est vrai qu'il y a plein de définitions, mais voilà, il faut que ça loi de l'offre et la demande, quoi, hein, grosso modo, pour le dire, c'est sur le marché, voilà, c'est une contrainte d'entrée, et après, on fait d'autres projets, et en sortie, on a la culture, on a une culture qui est modelée par ce modèle économique. Donc en fait, j'aurais tendance à dire il faut inverser les choses, c'est-à-dire c'est quoi notre culture, c'est quoi nos valeurs éthiques, qu'est-ce qu'on veut faire en étant terrien sur Terre. On fait notre projet en tiquant plusieurs cases qui sont certainement... à l'Institut Michel Serres, on propose la santé commune, donc santé humaine, santé sociale, santé des milieux naturels. On peut faire un petit test de robustesse et à la fin du projet, la sortie, c'est le modèle économique. C'est qu'en fait, le modèle économique n'est pas la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et là, ça changerait pas mal les choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie a tendance, en effet, à contraindre les projets parce qu'elle est coincée dans la loi de l'offre et la demande. Au passage, hein, c'est une loi qui n'a aucun sens, hein, la loi de l'offre et la demande. C'est des humains qui s'échangent des biens entre eux en considérant que la nature est gratuite et infinie. Donc la loi de l'offre et la demande, elle n'a aucun sens sur Terre, hein, sur une planète finie. La bonne loi, hein, c'est la loi des ressources et des besoins. Là, on est connecté à la Terre et aux limites planétaires finies. En fait, quand on fait ça, quand on fait son projet en ayant la loi des ressources et des besoins en tête et d'autres valeurs, hein, voilà, qui sont très, là pour le coup très humaines, et à la sortie, on a un modèle économique. Et en fait, mais ça existe, hein, ça, encore une fois, hein, pensez aux épiceries sociales et solidaires, par exemple. C'est des épiceries avec deux niveaux de tarifs, avec un tarif social, hein, où les gens peuvent payer un peu ce qu'ils veulent. C'est des épiceries qui marchent très bien. Elles sont complètement orthogonales à la loi de l'offre et la demande, complètement orthogonales au modèle économique, mais elles marchent très bien. Donc, en fait, c'est juste qu'on s'enferme dans des dogmes qui, parfois, le champ des possibles beaucoup plus large. Mais du coup, ça pose la question, en effet, de la définition, des sous-définitions économiques qui sont plurielles. C'est un peu comme le vivant, il y a plein de définitions aussi. Il y a quand même, enfin, je ne sais pas si vous avez répondu, mais il y a quand même une logique à ce que le produit économique soit... c'est absurde
certes, mais c'est quand même un peu logique que le produit économique soit une variable exogène dans le monde dans lequel on vit. Et je pense que la partie logique de cette absurdité, c'est que nous vivons tous par de l'argent. Donc il n'y a plus, enfin, il y a pas, on n'a pas du tout les moyens de satisfaire à nos propres besoins, sans passer par l'achat des services et des biens qui sont produits par d'autres. Donc en fait, sans argent, on ne peut pas survivre dans une société complexe. Alors, je ne suis pas complètement sûr, je vais pousser le bouchon du fond, je suis d'accord, mais à la société actuelle, c'est pas le cas. Je t'invite à aller voir le projet qui s'appelle Solaris France. Alors, il faut faire un peu attention, parce que c'est un petit côté survivaliste, je mets un petit bémol de rigueur. Mais il est intéressant quand même, c'est pas tellement le projet, c'est plus sa dynamique. C'est un projet qui a été fondé par un certain Frédéric Vidal dans l'Aude, près de Perpignan. Ce qu'il a dit en gros, parce qu'ils ont fait en gros, c'est dans un petit village, un petit hameau, ils ont fait un annuaire avec tous les services et tous les outils et ce que savaient faire un peu les gens du coin. Et ils ont mis ça en commun, et ils ont dit, bah voilà, si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez telle personne, et c'est pas du troc, hein, c'est une personne vient donner un cours d'anglais, voilà, et puis après une autre personne vient, j'ai besoin d'un concombre, hop, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors moi, c'est complètement utopique, il y a des faiblesses dans tous les sens, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, c'est-à-dire que ce truc-là, ça a été créé en septembre 2021. En décembre 2021, donc 4 mois plus tard, il y avait des cellules Solaris France dans tout le territoire français et dans 15 pays étrangers. Il n'y a pas d'Internet, hein. C'est des réseaux avec des annuaires papier. Hein. Il n'y a pas d'Internet. Donc c'est la dynamique du réseau d'entraide qui est énorme. Alors ça ne répond pas forcément à ta question. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer un modèle économique actuel avec le niveau de puissance dont on a besoin actuellement. Mais il y a quand même des choses qui se passent. Non, mais il y a toujours un besoin social qui peut être présent dans tous les pays du monde, dans toutes les régions de France, ça, il n'y a pas de doute. Mais quand quelqu'un tombe malade, il se fait soigner dans un hôpital urbain, quoi, j'imagine. Et où il y a un scanner. Mais je veux dire, c'est peut-être finalement, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est compatible d'avoir une société complexe et qui se passe de toute une série de choses qui ont trait au type de technologie qu'on utilise, à la quantité dans laquelle on les utilise. C'est quand tu parles de société complexe, à mon avis, notre société est trop simple. Et avec le nombre de personnes qu'on a, on pourrait avoir des choses beaucoup plus complexes que ça. On a un modèle économique très étroit, on a des dogmes très étroits. En fait, on pourrait avoir beaucoup plus de diversité dans nos façons de faire, nos façons d'enseigner. Il faut prendre plus l'éducation nationale, par exemple. Voilà, donc, en fait, je pense que c'est une société complexe, mais on pourrait, ça revient à la question de la complexité, on pourrait penser des choses beaucoup plus complexes dans nos systèmes. Ça, c'est une illustration de ce que tu as dans les premières slides que tu fais. Quand on veut un maximum d'efficacité, on supprime la complexité. De ce point de vue-là, Internet n'est pas du tout à la complexité. Il pousse à l'autocondition. La complexité, je pense, elle est aussi difficile à définir que la vie. Oui, il y a une définition mathématique de la complexité. C'est des travaux de Kolmogorov, et on est capable quand même de la définir. Oui. Un peu mieux que la vie. Et je comprends. Il me semble qu'il y a une partie des réponses que tu fais, comment dire, sur la critique des valeurs, etc., 5 sur 5. Mais ensuite, sur les échelles de temps et sur l'action, une partie de la réponse, c'est « mais moi, je parle dans un siècle ou deux, quand on aura atteint la robustesse, etc. » Mais ça, en quelque sorte, ça suppose le problème résolu, c'est-à-dire on est dans un siècle ou deux plus tard. Mais la question, c'est comment tu te branches sur l'état actuel, c'est un peu ce qu'il disait, comment tu te branches sur la situation actuelle, c'est-à-dire comment tu passes de trucs où il y a de la puissance, il y a les villes, il y a tout ce que tu veux, etc. Et puis il y a des gens qui ont quand même Internet dans leur poche, et une fois que tu as ton téléphone dans la poche, ça veut dire que tu as tout le marché mondial qui est là. Donc voilà. Donc on peut peut-être remplacer, mais il faut, comment dire, tu dis que la décroissance est pas attractive, mais tu peux pas la remplacer par rien. Il faut la remplacer par quelque chose qui se branche sur la situation d'aujourd'hui. Sinon, comment... Tu vois. Et quand il est arrivé d'écouter Yves Cochet, tu vois, les perspectives surréalistes un peu, etc., il est dans son jardin, il cultive ses tomates, je lui ai demandé, mais
c'est combien d'individus sur Terre? Il me dit 1 milliard. Alors, si tu dis 1 milliard, alors la question tout de suite, c'est pas la recette pour les tomates, c'est quelles armes tu as chez toi. Tu vois? Parce que tu es dans la logique de comment s'appelle ce film australien? Hein? Tu es dans la logique de Mad Max. Tu vois? Et ça, c'est pénurie et pas coopération. Tu vois? Alors comment tu traites ça? Tu peux pas dire simplement je me projette dans 2 siècles et le problème est résolu. Combien de morts? C'est exactement ça. En fait, alors je vais essayer de répondre. C'est très difficile. C'est la question la plus difficile. Hein. C'est la question du timing, quoi, et de la dynamique pour arriver à ça. Moi, alors, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que l'objectif de robustesse, même si c'est dans 1 siècle, même si dans 2 siècles, est opérant actuellement pour prendre le tournant et pour en fait être décroissant sans le savoir. Un petit peu quoi. C'est un petit peu manipulateur. Il y a des petits malins qui... Non, mais bien sûr. Alors, je suis d'accord. Ça peut être une partie un petit peu manipulatrice, mais on en a besoin, je pense, hein, parce qu'en fait, l'alternative, c'est comme tu dis, c'est de prendre des armes et de tous s'entretuer, quoi. Donc du coup, bon, je pense que l'option robustesse, elle est un petit peu plus positive, on va dire. Donc ça ouais. Bon, après, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, pour l'avoir fait, enfin, je l'ai mentionné plusieurs fois, là, que je parle à des chefs d'entreprise et tout ça, qui sont à fond dans la performance, qui sont un peu les fers de lance. Enfin, nous aussi, hein, les chercheurs, on est à fond dans la performance. Hein, enfin, on est tous dedans. Hein. Mais bon, les chefs d'entreprise, ça se voit plus parce qu'il y a des produits à la sortie, quoi. En fait, maintenant qu'ils voient les fluctuations et tout ça, ils commencent à percevoir ça. Et surtout, je leur donne des exemples d'entreprises actuellement qui sont passées de la performance à la robustesse et qui s'en tirent très bien. C'est-à-dire que bizarrement, en s'éloignant de la performance et en voulant faire de la robustesse, elles redeviennent performantes. C'est-à-dire que c'est des boîtes... Je prends un autre exemple, une boîte qui fait du nettoyage industriel en Bretagne, ça s'appelle le Corsair. C'est une boîte qui fait du nettoyage industriel. Très difficile de recruter des gens. C'est des métiers hyper durs avec des pollutions, tout ça. Bon, donc c'est pas, on se dit, c'est pas un métier du futur, ça. Voilà, en plus, en période de crise, c'est la catastrophe, quoi. C'est une boîte, ils n'ont aucun problème de recrutement, aucun problème de carnet de commande. Comment ils font? Eh bien, ils ont abandonné les objectifs commerciaux. Donc c'est un peu comme Buurtzorg. Donc ils nettoient, et donc du coup il y a un sentiment d'appartenance, et du coup c'est une boîte qui dure. Et après, l'étape d'après, c'est évidemment de se reconnecter à la Terre en ayant des politiques vraiment écolo. C'est pas que ça tienne d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue écologique sur le territoire. Voilà, c'est tout un chantier. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la robustesse, c'est pas seulement une utopie dans 200 ans. Pour moi, elle est opérante maintenant. Parce qu'en fait, il y a des exemples, il existe, je parlais de l'agroécologie, là. Par exemple, pour répondre à l'alimentation, aujourd'hui, il y a plus de gens obèses que mal nourris sur Terre. Donc on n'a pas un problème d'alimentation, de production alimentaire, on a un problème de distribution. C'est un problème purement social. Et le problème de l'alimentation, alors il y a des exemples hein, où on a basculé d'un seul coup du système hyper intensif à un système où on arrête les engrais, le Sri Lanka, hein, très récemment, d'un seul coup, mais ça a été très mal fait, c'est purement économique, sans penser. On sait faire, si on le sait faire, si on le fait intelligemment, on peut basculer à l'agroécologie, c'est le premier levier pour réduire le CO2, pour réduire les pollutions. On sait faire, il faut juste... Et donc c'est pour ça que plutôt que de faire de l'agriculture de précision, par exemple, de mettre des drones, de mettre du numérique, d'éloigner les paysans de leurs travaux, faire de l'agriculture de l'imprécision, de l'agroécologie, c'est ça la clé. Et ça permet de trier, quoi, de se dire, ben voilà, là, je fais de la robustesse, et ça, je peux le faire maintenant. Alors, il y a un autre Cochet, hein, Gilbert Cochet et Béatrice Cochet, c'est aussi, voilà, et qui disent quelque chose de très important. On parle d'effondrement de la biodiversité. Par exemple, un barrage, ça induit un effondrement de la biodiversité locale, hein, eau stagnante, espèces invasives qui viennent. Vous détruisez un barrage, il y a plein de barrages qui sont inutiles, hein, donc vous en détruisez. L'année suivante, la biodiversité est quasiment revenue au niveau de départ. Ça va très très vite, surtout dans un milieu qui est en flux comme ça. Donc ça va très vite. Donc on est à un moment où il faut vraiment faire les bons choix. Et le choix de la robustesse, pour moi, enfin je ne vais pas vous matraquer ce truc-là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Juste un petit complément à propos de la robustesse. Tu dis le vivant est robuste. Mais il est robuste en tant que vivant. Et les espèces disparaissent, apparaissent sans arrêt. Nous, on n'a pas ce problème-là. On voudrait que cette espèce-là, qu'elle reste. Et donc la logique n'est pas tout à fait la même. Ça se discute. Bon, on va dire ça se discute. Voilà. Voir les individus, en fait. C'est pas une question d'espèce. Oui, c'est même pas difficile. J'avais une question, Léo, et puis Jérôme.
Moi j'avais une question, pardon, je vais peut-être avoir des mots durs ou quoi, je parle certainement avec la civilité de la jeunesse, on va dire, mais j'ai l'impression que votre vision elle est un peu simpliste et un peu contradictoire en même temps. Dans un premier temps, j'ai du mal à voir comment votre processus du coup de passage de la robustesse est entièrement spontané, si j'ai bien compris. D'une part ça, et deuxième part, vous parlez d'une entreprise qui a abandonné les objectifs commerciaux et qui du coup a atteint plus de robustesse. Néanmoins, dans ce schéma de pensée-là, on reste dans un schéma de pensée de croissance. Et deuxièmement, je pense que c'est pas seulement ça, le fait d'avoir abandonné les objectifs commerciaux, qui a permis d'atteindre plus de robustesse, surtout qu'ils étaient certainement dans un secteur qui est aujourd'hui porteur. Parce que la décroissance, elle semble inévitable, et elle est certainement, mais ça veut dire qu'il y a des filières entières qui vont disparaître. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, tout en abandonnant les objectifs commerciaux, ne vont pas pouvoir survivre. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tout ça, ça demande une sorte de restructuration de la société. Et j'avoue, j'ai du mal à penser ça, une sorte de décroissance optimisée, un changement sociétal, sans l'aide de l'État. Alors, moi, je ne crois pas à l'aide de l'État. Alors, c'est pour ça. Et du coup, ma question, qui dérive derrière aussi, c'est, vous parlez beaucoup d'initiatives locales, c'est parfait. L'État devrait être un simple acteur, organisateur qui prend en compte toutes ces initiatives qui fleurissent. Mais une échelle locale, c'est pas un changement mondial. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de vision d'échelle qui n'est pas nécessairement présente, qui me manque et que je n'arrive pas à saisir. Alors, sur la transformation des entreprises dans un monde qui bascule de la performance à la robustesse, je prends un exemple très concret. Pocheco, c'est une boîte qui fait des enveloppes à côté de Lille. Le marché de l'enveloppe, ça baisse de 6% par an. C'est un effondrement, c'est une entreprise, c'est un marché qui va disparaître. Un jour, il n'y aura plus d'enveloppe. Voilà. Il y en aura tellement peu que ce ne sera plus un marché. Alors, une entreprise qui fait des enveloppes aujourd'hui, ce que tu dis, c'est qu'elle devrait disparaître. Quoi. Si on passe. Éventuellement, tous les points qui trouvent l'enveloppe pour retrouver d'autres. Voilà, mais ce téléphone s'effondre ou quoi. Oui, bien sûr. Alors, exactement, il y a ça. Mais disons, si on regarde ça. Alors, ce qui se passe chez Pocheco, je trouve que c'est un exemple parfait pour ça, c'est qu'en fait, le patron de Pocheco, qui s'appelle Emmanuel Druon, il a décidé de faire de la robustesse locale avec son terrain de l'entreprise. Donc en fait, sur son terrain qui fabrique des enveloppes, il a mis des plantes pour dépolluer les solvants de ses machines. Il récupère ses plantes, avec ça il fait du chauffage, donc il est autonome en énergie. Il met des plantes sur le plafond de son entreprise, comme ça pour isoler thermiquement. Il récupère l'eau de pluie. Il a un système social extrêmement avancé, c'est qu'il y a un niveau de salaire de 1 à 4 dans toute entreprise. Le plus bas salaire c'est 1, le plus haut salaire c'est 4. Le PDG il est à 1. Enfin, donc il y a tout un système. Et donc en fait, ils ont commencé à mettre ça. Il y a des entreprises qui sont allées les voir et qui leur ont dit c'est quand même intéressant ce que vous faites, c'est de la symbiose industrielle avec votre territoire et tout ça. Et du coup, à force d'avoir des entreprises qui venaient les voir, ils ont fait un bureau d'études qui s'appelle Ouvert. Et ce bureau d'études, aujourd'hui, il accompagne 600 entreprises en France. Et donc aujourd'hui, Pocheco, ils gagnent de l'argent avec leur bureau d'études et leur fabrication d'enveloppes, c'est un démonstrateur, c'est un labo. Donc quand je dis qu'il faut être robuste, c'est de l'adaptabilité et de la transformabilité. C'est qu'en fait, il faut vraiment ouvrir le champ des possibles fortement. C'est-à-dire que si on fait des enveloppes, d'un seul coup, on peut être en fait un conseiller à la RSE quoi. Donc c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une activité, d'avoir une contribution, quand on se réveille le matin, d'avoir du sens, que ces activités ont du sens. Qu'un jour, ce soit de faire des enveloppes, et que l'autre jour, d'avoir un démonstrateur d'entreprise en symbiose industrielle, le sens, il est toujours là. C'est juste l'activité est différente, mais le sens, c'est le même. On contribue à la société. Et donc, dans un monde robuste, c'est plutôt ça qui vient. Le monde de la performance nous rend étroit sur il faut que j'augmente mon activité et je ne me pose pas la question de changer d'activité. C'est un spécialisant. Mais par contre, alors, sur le côté spontané, non, je ne crois pas que ce soit spontané. En fait, c'est des initiatives locales qui vont... ce qu'on peut imaginer, c'est des initiatives locales qui vont faire école. Donc Pocheco, par exemple, c'est un exemple, les régies municipales agricoles, c'est des exemples pionniers qui font école, qui sont... donc c'est pas vraiment spontané, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les mélanges variétaux, là. C'est des paysans qui voient que ça marche mieux, et du coup, qui copient. Donc là, c'est pourquoi il y a de la reproduction, ça se régénère, etc. Donc c'est pas vraiment spontané dans le sens où, oui, il y a un petit côté spontané, mais c'est pas complètement aléatoire. Il y a des, ça embarque. Je pense que je pose spontané à planifier. Ah oui, à planifier. Alors par contre, non, dans un monde fluctuant, ça sert à rien de planifier. Par contre, c'est juste, voilà, plutôt se dire que c'est la fluctuation le sujet. C'est pas la trajectoire. C'est pas l'objectif en fait, c'est plutôt le chemin pour y arriver. Il y a plein de chemins pour y arriver, mais il n'y a pas d'objectif. L'écart-type est plus grand que
Les quartiers plus remplis, c'est ouais, c'est bien ça. Je sais pas si ma question elle s'inscrit tout à fait dans la continuité de celle qu'ils ont posée. Moi, je pense que quand vous dites c'est la multiplication à l'échelle locale de petites expérimentations qui, je pense, à des problèmes globaux, solutions globales. Et le vrai problème, c'est pas la robustesse, c'est d'être performant pour atteindre la robustesse. Et pour être performant pour atteindre la robustesse, on a besoin de physiciens, on a besoin de biologistes, de technologistes, qui au lieu de bosser pour Monsanto et Total, bossent pour Greenpeace. Et voilà, et c'est ça le changement. Mais croire à des solutions locales, non, moi je pense que c'est sans espoir. Alors pour moi, le rôle d'un leader, que ce soit un leader, un chef d'État, un chef d'entreprise, un chef, quoi, c'est surtout de désinhiber. Et qu'en fait, dans les collectifs, que ce soit un labo de recherche, un pays, ce que vous voulez, une entreprise, il y a souvent, on internalise des tas de dogmes, on internalise des tas de paradigmes, et on ne s'autorise pas. Donc par exemple, moi, à l'INRA, dans les années 80, si vous faisiez de l'agroécologie, vous étiez ostracisé. C'est-à-dire que vous ne disiez pas, il ne fallait surtout pas dire que vous faisiez de l'agroécologie. Il fallait faire de la biomole. Je suis aussi à l'INRA, voilà. Et j'ai lu le dernier rapport de la SQRS sur l'INRA, on n'est pas dans la bonne direction. Pourtant, oui. D'accord. L'INRA a quand même pris un tournant énorme. Hein. Si vous lisez INRA 2030, par exemple, il y a eu un retournement complet. Quoi. Et donc, le fait que la direction, je prends juste l'exemple de l'INRA parce qu'il est pratique, je le connais un peu mieux, la direction de l'INRA a pris le tournant en agroécologie. D'un seul coup, on s'est rendu compte qu'à l'INRA, il y avait plein de chercheurs qui étaient pro-agroécologie, qui étaient silencieux, qui n'osaient pas le dire, quoi. Donc pour moi, c'est ça la seule fonction, enfin la principale fonction d'un chef, c'est ça. C'est de catalyser le changement avec les personnes qui sont là. C'est pas d'aller chercher de nouveaux talents ou quoi que ce soit, c'est de désinhiber et de dire si on a une vision assumée, et ben là on va en désinhiber. C'est pour ça qu'encore une fois, si on est clair sur ses valeurs, sur ses visions, sur la vision du monde, si on a compris que le monde était fluctuant, ben, d'un seul coup, voilà, on va... Alors après... en effet, je suis peut-être trop angélique en pensant que voilà, les petites initiatives locales, ça va marcher. C'est juste que il y aura des problèmes globaux, il y aura des turbulences, il ne faut pas être trop naïf, hein. Il y en a déjà, hein, donc on est en plein dedans, là, on est le nez dedans. Donc il y en aura, mais encore une fois, ça ne mobilise pas. C'est ce que dit Denis Meadows, hein, il faut se concentrer sur les facteurs positifs. Si on se concentre sur les facteurs négatifs, on est dans une spirale. En fait, il faut se méfier. La collapsologie, hein, c'est son problème principal, c'est que l'effondrement, la perspective d'un effondrement est très attractive. Les humains, on souffre du plaisir négatif. Le sublime, c'est d'être comme un papillon devant la lumière et de trouver ça très beau et de penser résoudre le problème alors qu'en fait on est happé par la beauté de l'effondrement. Ça, c'est toxique. Et du coup, voilà, modestement, avec cette histoire de robustesse, j'espère décaler ça, d'avoir une vision un peu anti-collapsologue. Il y a une question pour Thomas Hinz. Qui va peut-être un peu relier quand même à ce qui précède, c'est est-ce qu'une définition du vivant, est-ce qu'elle peut pas être un peu fonctionnelle par rapport à l'énergie? Il paraît qu'on est au lit ici. Dans la mesure où on pourrait dire que c'est quelque chose qui dépend toujours de la présence d'une mitochondrie dans un circuit à je ne sais pas combien une boucle signalétique à je ne sais pas combien de points. Bon, la question subsidiaire étant, puisque donc finalement s'il y a une pertinence d'une définition du vivant au sein d'un réseau d'énergie avec des bouts à comprendre, des deux extrémités à comprendre, est-ce que nos sociétés, 3 petits points, ne peuvent pas aussi être définies dans leur robustesse avec le réseau d'énergie qui va avec? Mais la première question, c'était est-ce que la mitochondrie pourrait pas être de façon, avec un regard biaisé volontairement, le chloroplaste, oui. J'ai beaucoup développé l'aspect génétique, enfin, je trouve que c'est là plus ma formation et mon terrain de compétences, on va dire. Mais quand je disais au début que dans les définitions minimales du vivant, il y avait le métabolisme corrélé à la génétique, la reproduction et puis l'évolution qui chapeaute un peu l'ensemble, le métabolisme, c'est clairement les approches énergétiques dans le vivant.
Et vous pouvez avoir des physiologistes qui s'intéressent quasiment jamais à la génétique et pour qui toutes les questions du vivant vont être posées en termes de conversion d'énergie, passer d'énergie solaire à énergie chimique, énergie électrique, enfin, parce qu'il y a plein de manières de convertir l'énergie dans le vivant. Donc c'est tout à fait un angle qu'on peut prendre et dans lequel se dessine d'ailleurs le même type de continuum que celui que j'ai esquissé sur l'axe de la génétique. Donc je pense que c'est possible. Alors après, dans ce que vous disiez, il y a aussi une approche je pense, d'emboîtement d'échelle avec des structures qui sont peut-être de plus en plus grandes. Et ça, c'est aussi quelque chose de compliqué à saisir. C'est que, tu l'as dit d'ailleurs un peu tout à l'heure en reprenant, il y a du collectif à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on explique bien que la vie puisse apparaître de manière satisfaisante quand on imagine qu'il y a eu des possibilités, des explorations qui ont été faites par des molécules et que certaines ont mieux fonctionné que d'autres. C'est moins miraculeux quand on accepte qu'il y a eu un collectif au départ et qu'il y a une solution plus efficace, je ne sais pas si je vais utiliser ce terme, qui a fonctionné à un moment donné. Et donc après, ce collectif va fabriquer une cellule, mais après on comprend bien le vivant seulement quand il y a une pluralité de cellules qui vont explorer chacune des possibilités différentes. Et le vivant s'assoit, se solidifie et devient pérenne quand ces explorations-là ont lieu, et donc quand il y a un collectif qui permet qu'elles aient lieu, qui sont ces conditions d'existence. Voilà. Après, sur la société, j'aurais moins de choses très originales à dire, parce que c'est moins mon terrain de compétence. Quelles seraient les mitochondries d'un monde actuel ou futur? Est-ce que les gens vont finalement vivre près des data centers où passent les flux Netflix parce que c'est leur énergie de demain? Je n'ai pas la télé. Ça, on verra au prochain épisode de séminaire. Thomas, quand tu auras ton bureau au lit, tu auras plus de choses à dire sur la société. T'inquiète pas. Donnez-le-moi, je promets d'avoir des trucs à dire sur la société en 2 mois.